j'ai une façon de concevoir la littérature comme quelque chose qui doit être en vie, enfin même si ce n'est qu'un simulacre de vie, ça doit à un moment exprimer de la vie, ce qu'a été la vie. Et donc je m'inspire beaucoup de ce que j'ai pu vivre moi, mais aussi de ce qu'on m'a dit, de ce qu'on m'a je m'inspire effectivement beaucoup de mes voyages. Et ça explique peut-être ce côté kaléidoscopique de l'œuvre, mais comme vous dites aussi, il y a des lignes, je crois, des lignes vraiment fondamentales. Et c'était étonnant que vous parliez de Requiem pour la jeune amie par rapport à la Louve, parce que moi, je sais très bien pourquoi j'ai écrit, enfin pourquoi au départ j'avais envie d'écrire sur Hécube. Il se trouve qu'après il y a eu la rencontre avec Lattès et cette collection bestiale qui m'en a donné l'occasion, mais j'avais envie depuis très longtemps d'écrire sur Hécube, et c'est en partie en relation avec la mort de cette jeune amie, puisque j'ai accompagné, si on peut dire, après sa mort, sa maman, qui venait de perdre donc sa fille, et il se trouve que peu de temps après, j'ai perdu un ami, dont j'ai également accompagné la mère, et donc j'étais confronté dans ma vie très jeune, j'avais une vingtaine d'années, à ça, des mères qui étaient désenfantées, comme on dit, le mot n'est pas très beau, mais comme il n'y a pas de mot équivalent pour dire ce que c'est que de perdre un enfant, c'est quelque chose qui m'a frappé, parce que j'avais bien conscience que c'était sans doute la pire tragédie qu'on puisse connaître. Et je me suis dit, mais est-ce que un jour, je pourrais mettre ça en mots, essayer de traduire ça en mots, cette espèce de chose tellement extrême, tellement limite, qu'on se dit que c'est indicible, quoi. Et je me suis dit, bah oui, ça va être mon travail, entre autres, ça va consister à dire ce qui n'est pas toujours facile à dire. Et c'est vrai que il y a étrangement un pont, pour moi, ça se voit pas peut-être, mais pour moi il y en a un, parce que je crois que je n'aurais pas écrit Hécube s'il n'y avait pas eu cette expérience au départ de la perte de cet ami et du deuil, enfin de la façon dont j'ai vu sa mère se sombrer peu à peu. Alors chacun réagit de façon différente à ça, hein. J'ai pu le voir, mais Hécube, elle est une guerrière, est une combattante qui ne se laisse pas vaincre comme ça, d'autant plus qu'elle est en situation de guerre contre les Grecs, effectivement, mais voilà, donc je pense qu'il y a ça chez moi, il y a une sorte de ligne un peu obsessionnelle comme ça, mais c'est vrai qu'on les voit pas forcément. Hécube, alors justement, est-ce que c'est, enfin, c'est pas le titre, vous voyez, comme quoi, mais Monologue de la Louve, est-ce que c'est un livre que vous portiez depuis longtemps en vous? Ça a nécessité, précisément depuis ces années 80, quand cet ami 84, le roman. Voilà. C'est ça, ouais. Quand cette amie est morte dans les conditions particulièrement violentes et atroces que vous avez décrites. J'ai au même moment, en fait, je sais plus pourquoi, mais j'ai relu la guerre de Troie, et je suis tombé sur cette figure de cette femme dont on parle très peu dans la mythologie grecque, qui est Hécube, et c'est assez étonnant d'ailleurs qu'on en parle si peu, alors qu'elle est la mère d'une progéniture absolument fabuleuse. Parmi ses enfants, il y a Hector, qui est quand même le sorte de parangon du guerrier. Du guerrier. Il y a Paris, à cause de qui se déclare soi-disant la guerre de Troie, hein, le fameux, celui qui enlève Hélène de Sparte. Et puis il y a Cassandre, cette fameuse Cassandre dont on dit tout et n'importe quoi, mais qui est restée une figure légendaire, et d'autres. Donc elle a 10 enfants, donc il y en a d'autres, mais voilà, c'est étonnant que cette femme soit si peu connue, alors qu'elle est une sorte à la fois de mater, mais aussi de matrice de toute la mythologie grecque, en fait, et grecque et troyenne. Donc j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose à faire là, et comme Homère en dit quelques phrases, elle est un peu plus traitée chez Euripide. Je me suis dit, voilà, je vais m'emparer de ce qui n'a pas été dit et faire mon boulot de romancier, donc de remplir les blancs, d'imaginer comment elle a pu vivre quand même, parce qu'elle a perdu dans cette histoire de guerre contre Troie, elle a perdu 8 de ses 10 enfants, Hécube, voilà. Donc elle est les uns derrière les autres, alors au combat, et puis après d'autres enfants sont morts en déportation lorsqu'ils ont été faits prisonniers et esclaves par les Grecs. Et voilà, donc c'était ça que je voulais dire. Et bien sûr, il y avait aussi
faut pas bouder son plaisir. Il y avait aussi le grand plaisir de m'attaquer à ça, à l'épopée, quoi, à l'épopée troyenne, avec tout ce que ça envoie comme signaux, comme références. Et il y a eu des moments, autant il y a des moments très très difficiles quand il fallait parler de la perte des enfants des cubes et de la violence globale de cette guerre, autant il y avait des moments de pur bonheur comme ça dans les batailles. Enfin bon, il y a un côté, voilà. C'est impressionnant de s'attaquer comme ça à une épopée, à une légende. Quand on commence le livre, j'imagine, non, Gilles Leroy, parce que par quel bout on prend la chose. Il y a ce côté à la fois monologue, c'est aussi une métaphore un peu de la métamorphose aussi, parce que c'est vrai qu'il faut en parler aussi des rapports de l'homme, enfin de la femme en l'occurrence, et de l'animal. Enfin, et ça. En fait, j'ai pris de la façon la plus simple possible, chronologiquement, ce qui n'est pas toujours le cas dans tous mes livres, mais là vraiment j'ai respecté la chronologie qui est celle d'Homère, et donc ça commence globalement avec l'enlèvement d'Hélène de Sparte par Paris, le fils d'Écube et de Priam, et de tous les événements qui s'en sont suivis, quoi. Dispensait de chercher une structure particulière au texte, voilà, donc je pouvais me lâcher plus. Basé là-dessus, vous appuyez. Oui, c'est comme une colonne vertébrale en fait, donc. Avec aussi, je disais, ce côté aussi lyrique par moment, théâtralisation. C'est vrai que le cinéma, c'est aussi emparé de ces thèmes un peu de l'Antiquité, mais comment vous l'expliqueriez, le fait qu'il n'y ait pas eu de livre spécialement sur Écube? Vous avez une explication finalement, enfin qu'il n'y ait pas de... Le fait que les auteurs antiques, enfin de la mythologie, s'intéressaient globalement peu aux personnages féminins, et non, sinon il n'y a pas vraiment je vois pas d'explication qu'un grand oubli. Encore un, parce que c'est vrai que par rapport aux femmes, c'est vrai que, c'est-à-dire qu'elles sont toujours, et c'est pareil, c'est la vision de Cassandre dans la littérature de l'époque, quoi. C'est quelqu'un qui est présenté comme à demi folle, enfin voilà, et alors qu'elle est tout sauf ça. Moi, je la transforme je la vois, je la lis comme une stratège, au contraire, comme une grande politicienne. Avant l'heure, de sorte que, parce qu'on dit toujours, quand on emploie l'expression de Cassandre, aujourd'hui, c'est pour dire quelqu'un qui aurait des visions, qui se tromperait. Or, c'est tout l'inverse. Cassandre, elle voit ce qui va se passer. Toutes ces prévisions, c'est pas des prédictions, ces prévisions stratégiques de cette guerre se réalisent. Donc, c'est assez incroyable comment même le langage lui-même a renversé le statut de cette femme qui était, au contraire, d'une grande lucidité. En une sorte d'une grande clairvoyance, en une sorte de cinglé qui dirait n'importe quoi, qui serait un peu délirante comme ça. Voilà. C'est tout l'inverse, Cassandre. Merci encore d'être venu jusqu'à nous ce soir. Merci à vous. Merci et bonne suite de soirée.